Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le Rassemblement populaire pour le progrès, connu dans son acronyme RPP, à l'écoute de la commune de Balbala. Au Nouvelle Mondiale, l'hôpital Al-Shifa devient un champ de sépulture, une tragédie dans la bande de Gaza. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, actualité à la une de ce journal. Après avoir sillonné les 5 régions de l'intérieur du pays, le Premier ministre et vice-président du parti RPP, le Rassemblement populaire pour le progrès, M. Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du secrétaire général également du parti, M. Ilyes Moussa de Wale, s'est rendu hier dans la commune de Balbala pour discuter, échanger et puis écouter avec la population de Balbala. Première étape de sa tournée dans les fédérations du parti du RPP de la ville de Djibouti. Il convient de rappeler ici que cette tournée de la capitale, qui est une continuité de celle de région, s'inscrit effectivement dans le cadre du dialogue social et des permanences d'échange et d'appui que le président du parti du RPP, président de la République, El Hadj Ismaël Marguelé, a institué dès son arrivée à la magistrature suprême et à la tête du parti du Rassemblement populaire pour le progrès. En effet, cet événement, qui s'est tenu hier au complexe Al-Rahma de Balbala, a vu la participation des membres du comité exécutif, parmi lesquels la ministre Mouna Ousmane Aden, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safia El Medjibril, le doyen et député Ali Abdi Farah, le député Ibrahim Ahmed Abdo et du secrétaire national à la mobilisation, M. Hussein Idriss Gouled, tous membres du comité exécutif du parti. Ont également pris part à cet rassemblement les députés honorables Issa Mohamed Omar et honorable Jama Ghedi, le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, le président et vice-président de la commune de Balbala, le secrétaire fédéral, les élus locaux, les présidents et les membres du comité des 8 annexes du RPP de la fédération de Balbala, les organisations sportives ainsi qu'une foule immense de la population de Balbala. Cette rencontre a permis aux participants, au Premier ministre et vice-président du parti, d'échanger et de débattre sans filtre sur plusieurs thématiques et problématiques relevant du quotidien de la population de Balbala. Lors de ces échanges fructueux extrêmement constructifs, les représentants des annexes, la société civile et quelques personnalités influentes des différents secteurs de la vaste commune de Balbala ont en tour de rôle présenté leurs suggestions et leurs doléances respectives aux dirigeants du parti RPP. Profitant de l'occasion, le président de l'annexe du RPP de Doralé a voulu, à travers le vice-président et le secrétaire général du parti, transmettre les salutations sincères et les remerciements au président de la République et à la première dame pour l'octroi par l'État, a-t-il précisé, de 160 logements sociaux décents avec électricité et eau que les habitants précaires de Doralé ont obtenus dans la dite première étape de PK20. Dans son intervention, le secrétaire général du parti RPP, M. Ilyes Moussa de Wale, a salué le travail et les efforts des comités des annexes, tout en les exhortant à faire des annexes le lieu de réunion, de concertation, d'échange, de formation professionnelle et aussi de soutien aux enfants du pays, précisément ceux issus de familles démunies, au-delà de toute tendance politique, avait-il déclaré. Nos annexes doivent entre autres servir de lieu d'échange culturel où les jeunes peuvent apprendre les différentes langues locales qui constituent la richesse de notre identité nationale, a-t-il ajouté. Il a enfin rappelé l'importance de l'unité et de la coexistence entre tous les membres de la communauté nationale et a expliqué que la tournée du RPP, porteuse de messages de paix, de fraternité, de coexistence harmonieuse, de progrès et de bénédiction. Ajoutant enfin, depuis 45 ans, le parti RPP veille sur l'unité nationale et le vivre ensemble. Nous devons continuer dans ce chemin tracé par notre président, son Excellence El Hadj Ismaël Marguelé, qui a fait de notre parti le socle de notre unité sacrée. Fin de citation. En prenant la parole, le Premier ministre et vice-président du parti RPP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, tout en répondant avec sérénité et optimisme aux doléances des participants, a tenu à saluer d'abord les avancées significatives factuelles réalisées dans la commune de Balbala. Il a tout de même exhorté les élus à poursuivre leurs efforts dans le sens de la protection de l'environnement, de la lutte contre l'insalubrité et l'incivilité. Le vice-président Al-Hadj Abdelkader Kamel Mohamed a aussi rappelé l'importance de se rassembler en tant que communauté musulmane et de célébrer en cette nuit bénie du Ramadan les valeurs et les croyances que le peuple de Djibouti partage. Soulignant enfin l'engagement du parti envers le bien-être de la population, il a exhorté ainsi les militants et la société civile à œuvrer
travaillé inlassablement et de pair en faveur de la préservation de l'unité nationale, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Ikitino Milnimo Al-Wahda restera notre principe fondamental. Hier, aujourd'hui et demain, a conclu le vice-président du parti du RPP, souhaitant bonne fin de Ramadan et Eid Mubarak à tous et à toutes. Ensuite, la rencontre s'est clôt dans une atmosphère empreinte de satisfaction et de fraternité bercée par les invocations divines et marquée par une action symbolique émanant des équipes de football nationales de la commune de Balbala. C'est aussi le geste et le cadeau inattendu que le club de football national de la commune de Balbala a offert au vice-président et le secrétaire général du parti RPP, un maillot de couleur du club de Balbala aux initiales du Premier ministre AKM et le ministre des Finances IMD. Un gâteau dédié au succès de la visite du RPP à Balbala a été enregistré à la fin de la soirée à Balbala. Santé à présent, le ministère de la Santé a célébré la journée mondiale de la santé sous le thème « Ma santé, mon droit ». Un événement marqué cette année par le 20e anniversaire de la CAM. Cette journée dédiée à sensibiliser, à promouvoir l'accès aux soins des santé pour tous a été l'occasion pour le ministre de reconnaître et de remercier les professionnels de la santé pour leur dévouement et leur engagement inlassable. La cérémonie de célébration de cette journée mémorable a été marquée par la remise des certificats aux professionnels de la santé en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la santé publique. Les médecins, infirmières, pharmaciens et autres membres du personnel médical ont été honorés pour leur travail acharné, leur compassion et leur dévouement envers les patients et la communauté. La cérémonie de célébration de cette journée mondiale de la santé a été un événement prestigieux réunissant une multitude de personnalités influentes du monde de la santé et de la politique. Parmi les participants figuraient les ministres en charge de la santé, des parlementaires, des représentants des Nations Unies ainsi que des experts de renom du domaine médical. En outre, cette journée a été l'occasion de mettre en lumière les progrès réalisés dans le domaine de la santé au cours des dernières décennies, notamment grâce à des initiatives telles que la CAM, qui a permis d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels pour les populations les plus vulnérables. Le ministre de la Santé a exprimé dans son discours sa profonde gratitude envers ces héros de la santé, soulignant l'importance cruciale de leur rôle dans la promotion du bien-être et de la qualité de vie de la population. Nos professionnels, a-t-il cité, nos professionnels de la santé sont les piliers de notre système de santé. Leur engagement et leur sacrifice méritent d'être célébrés et honorés, a déclaré le ministre lors de cette cérémonie. Au-delà des discours et des débats, cette célébration a été l'occasion de renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués dans la promotion de la santé, dans le but ultime d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des populations à travers le monde. C'est quel contexte et pour quelle finalité. Donc je commence par la mise en contexte de la création de CHU et on commence par le contexte national et pour dire que déjà le gouvernement djiboutien, depuis les années 90, précisément en décembre 1999, qu'il y avait 2 lois portant la politique de la santé et de la réforme hospitalière. Et à ce moment-là, et au niveau de l'article 2, déjà le gouvernement djiboutien a promulgué le droit à la santé comme un droit constitutionnel. La vision 2035, quant à elle, et par rapport au système de santé, elle a préconisé 2 grandes réformes. La première, une profonde réforme sur les modes de gouvernance et de gestion des établissements qui vise l'amélioration de l'accès aux soins via une maîtrise des coûts des soins et via une couverture sanitaire universelle. On écoute ensuite les propos du représentant de l'Organisation mondiale de la santé, M. Farhad. Je suis honoré de me trouver parmi vous aujourd'hui à Djibouti pour célébrer la Journée mondiale de la santé sous le thème inspirant « Ma santé, mon droit ». Cette journée est une occasion de rappeler que la santé est un droit fondamental de l'être humain et que chacun a le droit d'accéder à des services de santé de qualité sans discrimination. Le thème de cette année souligne l'importance de garantir que chaque individu ait accès à des soins de santé essentiels, sûrs, efficaces et de qualité, sans subir de difficultés financières. Cela nécessite des efforts concertés pour renforcer
les systèmes de santé, promouvoir le mode de vie sain et lutter contre les inégalités en matière de santé. Excellence, je profite de cette opportunité pour citer le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Ghebreyesus. Je cite: « Cette année, la Journée mondiale de la santé est placée sous le thème « Notre santé, nos droits », ce qui permet de réaffirmer le leitmotiv de l'OMS depuis sa création le 7 avril 1948. La santé est un droit pour tous et toutes, pas un luxe. De fait, la Constitution de l'OMS a été le premier instrument de droit international à affirmer que le meilleur état de santé que l'on puisse atteindre constitue un droit fondamental pour tous les êtres humains sans distinction. Aujourd'hui, au moins 140 pays reconnaissent le droit à la santé dans leur propre constitution. Pourtant, partout dans le monde, il est souvent impossible de faire valoir ce droit qui peut également être menacé. Au moins 4,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, ne sont pas entièrement couvertes par les services de santé essentiels et 2 milliards de personnes sont confrontées à des difficultés financières en raison des dépenses de santé à leur charge. À cause des épidémies, des catastrophes et des conflits et des changements climatiques, des personnes meurent ou sont confrontées au handicap, à la faim et à la détresse psychologique. Pour faire du droit à la santé une réalité, il faut adopter et mettre en application des lois visant à garantir que chaque personne puisse accéder aux services de santé dont elle a besoin, au moment et à l'endroit où elle en a besoin, sans que cela génère pour elle des difficultés financières. Ensuite, le ministre de la Santé a souligné l'importance cruciale du rôle des euros de la santé dans la promotion du bien-être et de la qualité de vie de la population. Voici les dires du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Rabla Abdillah. Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de la santé qui a vu le jour le 7 avril 1948. Comme chaque année, cette date marque une journée importante pour le monde de la santé, mais c'est aussi le moment de faire le bilan de l'année écoulée. À cette occasion, je voudrais saluer le soutien indéfectible du chef de l'État, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, pour tous les efforts qu'il a consentis pour la santé pendant toute sa magistrature, pour que notre système de santé soit un système fort, résilient, mais également tous les moyens financiers, les ressources humaines, matérielles qui sont apportés pour renforcer et aboutir à une meilleure prise en charge et donc, in fine, à une couverture sanitaire universelle. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers qui nous appuient, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous les relais communautaires, toutes ces femmes vaillantes qui sont là aujourd'hui et qui nous épaulent tous les jours dans la promotion de la santé. Je tiens surtout à féliciter l'INFD et à sa tête la présidente de l'INFD, Al-Hajj Khadra Mohamed Haït. Enfin, c'est le lieu de rendre un hommage également mérité à notre nouveau directeur régional de l'OMS, Dr Hana Balkassi, mais aussi au directeur au représentant par intérim, M. Farhad, pour son engagement et sa détermination afin d'améliorer le système de santé. Mesdames et messieurs, le monde est plongé dans de multiples crises et des catastrophes aux conflits, en passant par l'urgence climatique, menaçant le droit à la santé des millions de personnes dans le monde. Les personnes marginalisées ou vulnérables étant celles qui souffrent le plus. L'Organisation mondiale de la santé examine comment continuer à faire progresser les droits de l'homme pour la santé, même face à des graves urgences.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, son Excellence Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation des experts archéologiques conduite par Dr Christina Pfeiffer et l'archéologue Dr Walbert Smith. L'archéologie est une discipline scientifique dont l'objectif est d'étudier l'être humain à travers l'ensemble des vestiges matériels ayant subsisté au cours des siècles. Provenant des fouilles ou non, ces vestiges sont de nature variée, outils, ossements, poteries, armes, pièces de monnaie, bijoux, vêtements, empreintes, traces, peintures, bâtiments, infrastructures, etc. Les experts ont expliqué au ministre que le nord du pays regorge des sites archéologiques qui nous obligent à comprendre la transformation et l'évolution de l'être humain tout au long des siècles. Pour sa part, le ministre a souhaité la bienvenue aux experts internationaux qui sont présents ici pour exploiter les terrains archéologiques du pays. Est également présent le directeur général du CERD, M. Jaloudine Mohamed, et le directeur par intérim de l'IRA, M. Mahmoud Ousmane Farah. Ensuite, ces experts ont pu expliquer le fond en comble de leur projet dans une réunion élargie avec les chercheurs de l'Institut des recherches archéologiques et humaines du pays. Et la coopération parmi groupes. Donc ça, c'était impressionnant pour nous, parce qu'enfin, on a eu la possibilité de commencer notre recherche. Mag de ce journal à présent, grand format, le mois béni du Ramadan a vu éclore un mouvement remarquable à travers tout le territoire national. Une effervescence de jeunes se lançant avec ardeur dans l'apprentissage et la récitation du Coran. Voici un mag de la rédaction. Pendant le mois sacré du Ramadan, les musulmans du monde entier se tournent vers des pratiques spirituelles renforcées, y compris la récitation et l'étude du Coran. Cette période de jeûne, de prière et de réflexion offre une occasion unique de se rapprocher de la parole de Dieu et de renforcer sa foi islamique à travers la récitation du Coran. La récitation du Coran est bien plus qu'une simple lecture de versets sacrés. C'est un art ancien et profondément respecté qui incarne la beauté, la mélodie et la signification de la parole divine. Pendant le mois du Ramadan, cette pratique revêt une importance particulière car elle permet aux croyants de se plonger davantage dans la spiritualité et de se connecter avec leur foi de manière plus profonde. L'une des caractéristiques distinctives de la récitation du Coran pendant le mois du Ramadan est la tenue du concours et des sessions de récitation dans les mosquées, dans les centres communautaires et les foyers. Ces événements offrent aux participants l'occasion de partager leur amour pour le Coran, de perfectionner leurs compétences de récitation et de mémorisation, mais aussi de recevoir des encouragements et des bénédictions de la part des organisateurs. C'est dans cet esprit que M. Idriss Abdo Landé, président émérite de l'association Sanab al-Khair, a parrainé une cérémonie empreinte de solennité qui a été orchestrée à l'École nationale Al-Amal pour récompenser les lauréats de la 3e session du concours de mémorisation du Saint-Coran. Cette manifestation prestigieuse a vu la participation éminente des hauts dignitaires du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, éminents érudits religieux, ainsi que de représentants de centres coraniques, aux côtés des jeunes prodiges qui ont brillé lors de ce concours. M. Salah Ahmed Mohamed a magnifiquement exprimé que la mémorisation du Saint-Coran représente un véritable triomphe de la parole divine. Les gardiens du Coran sont ceux qui l'ont inscrit dans les profondeurs de leur être. La mémorisation du Saint-Coran ne se limite pas à un acte d'apprentissage. Elle revêt une dimension bien plus profonde, a-t-il dit. En effet, elle représente une forteresse spirituelle, un bouclier divin au cœur de celui qui le récite. Où qu'il aille, le Coran demeure avec lui, prêt à être invoqué. Le président de l'association Sanab al-Khair, M. Idriss Abdo, a exprimé ses chaleureuses félicitations aux lauréats pour leur dévouement exemplaire et leur succès éclatant dans la mémorisation du Saint-Coran. Il a encouragé ces jeunes prodiges à préserver dans leur noble quête et à souligner l'importance cruciale de la compétition dans la préservation des valeurs morales islamiques véhiculées par ces traditions millénaires. Cet événement, organisé annuellement par l'association en collaboration avec ses centres et écoles affiliés à la mémorisation du Saint-Coran, vise avant tout à encourager les jeunes filles comme garçons à maîtriser la lecture intégrale du Saint-Coran. Les participants sélectionnés
dans 3 catégories différentes selon leur capacité à réciter les 30 sourates complètes ou à mémoriser 20 ou 10 sourates, ont été témoins d'une augmentation notable du nombre de participants de cette année, reflétant ainsi l'engagement croissant des jeunes envers cette tradition sacrée. Au total, 30 lauréats, dont 15 garçons et 15 filles, ont été couronnés de succès dans chaque catégorie et ont été honorés lors de cette cérémonie par la remise de différents prix en reconnaissance de leur réalisation. Toujours dans l'actualité nationale, le samedi 6 avril 2024, c'est dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan qu'un tournoi de football a eu lieu sur le terrain omnisport de la police nationale, entièrement réhabilité par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cet événement s'est déroulé en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, et du directeur général de la police, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Le tournoi a rassemblé l'ensemble des officiers de police ainsi que les hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cet événement sportif a été l'occasion de promouvoir l'esprit de solidarité, de fraternité, de fair play entre les participants. À la fin du tournoi, une cérémonie de remise des trophées a été organisée. La ministre Dr Hibo Moumin Assowe ainsi que le directeur général de la police, M. le colonel Abdurrahman Ali Kahin, ont remis des trophées aux équipes gagnantes. Cette cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Le tournoi du Ramadan, avec l'assistance, la présence du directeur général et la ministre de la Jeunesse et de la Culture et de son staff. Donc, l'année dernière, avons organisé ce tournoi dans un terrain qui n'a pas été praticable. Mais cette année, avec l'appui du ministre de la Jeunesse et de la Culture, nous avons organisé notre tournoi à cet endroit magnifique que vous voyez. Donc, nous remercions vraiment l'appui et l'assistance du ministère de la Jeunesse et de la Culture et de son staff, la volonté de notre directeur général de la police. Donc, le tournoi, ça s'est déroulé parfaitement et l'équipe de la direction générale a gagné le tournoi et nous félicitons. Sport toujours, c'est à la suite de leur consécration en tant que champion du championnat national du handball pour la saison 2023-2024 que l'équipe masculine de handball de la garde-côte djiboutienne a été chaleureusement accueillie par le haut commandement de la garde-côte djiboutienne. Ainsi, le colonel Waïs Omar Bogore, commandant de la garde-côte djiboutienne, a personnellement veillé à la réception de ces champions en présence du lieutenant-colonel Mohamed Adawa, commandant second du président de l'équipe de handball, le sous-lieutenant Suleiman Awale, et de nombreux officiers de cette prestigieuse institution. L'ensemble des joueurs et du staff technique ont été chaleureusement félicités par le haut commandement de la garde-côte djiboutienne qui a souligné l'excellence des efforts, du dépassement de soi et de la qualité de jeu constante qu'ils ont délivré durant tout le championnat et qui ont mené à leur victoire et à leur consécration. Le colonel Waïs Omar Bogore les a enjoints de poursuivre sur cette lancée et sur cette voie d'excellence qui fait honneur à leur engagement et à l'institution et qui les a conduits vers de hauts sommets dans le sport national.
Il a finalement tenu à réitérer son appui et son soutien constant au développement des performances de l'équipe de handball, mais aussi de l'ensemble des activités sportives, le football, l'athlétisme, la natation et le tennis de table, dans lesquels les équipes de la garde-côte djiboutienne sont engagées avec des résultats très brillants. Direction dans la région Assadjoug à présent, où le tournoi de Ramadan de la région d'Ali Sébié a connu un dénouement épique, marquant ainsi la conclusion d'une période de compétition intense et de célébrations communautaires. Avec la participation active sur 15 sites repartis dans toute la région, dont 8 sites au sein de ces localités et 7 autres sites dans la ville d'Ali Sébié. Cet événement a été une vitrine de dynamisme et de la passion des jeunes pour le sport de loisirs. L'après-midi du samedi 6 avril 2024 restera dans les mémoires alors que la sous-préfète de la région d'Ali Sébié, Mme Saïda Ouabri, accompagnée par le député de la jeunesse de la région, M. Hassan Omar Absiye, le directeur des régions du MJC, M. Suleiman, le vice-président du conseil régional, M. Nour Saïd, les élus régionaux ainsi que les hauts cadres de la région ont honoré de leur présence les finales du tournoi de Ramadan sur différents sites. Cette cérémonie de clôture qui s'est tenue au CDC d'Ali Sébié a été l'occasion de rendre hommage au CDC de la région et aux associations de jeunesse de la région organisatrice du tournoi pour leur engagement indéfectible et leur dévouement sans faille. Des prix et des attestations de reconnaissance ont été remis en guise de gratitude pour leur contribution à la réussite de cet événement mémorable. Les hautes autorités de la région, en compagnie des associations de la jeunesse organisatrice de ces tournois, ont conjointement célébré l'esprit de compétition, d'unité et de fraternité qui ont caractérisé ce tournoi de Ramadan, renforçant ainsi les liens au sein de la jeunesse à cette jour. Au nord du pays à présent, même son de cloche, à présent à Tadjoura, où sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture a orchestré avec brio, en collaboration étroite avec la Ligue régionale de football de Tadjoura, la clôture tant attendue du tournoi de Ramadan sur le prestigieux terrain de Haraka. Ce tournoi véritable ode à la solidarité envers le peuple de la Palestine a conquis les différentes localités de la région de Tadjoura et son apothéose s'est déroulée sous les meilleurs auspices. C'est ainsi que la ville de Tadjoura a eu le privilège d'accueillir la cérémonie de clôture. Ce rassemblement sportif a su attirer des personnalités éminentes, donnant ainsi une dimension prestigieuse à cette cérémonie. Parmi les invités distingués, il y avait le vice-président du conseil régional, le président de l'annexe de Tadjoura, le directeur de l'élevage, la directrice de l'assistance sociale, le sous-directeur régional du MJC, les représentants religieux et coutumiers, les directeurs des écoles ainsi que le président des associations. Leur présence a apporté un éclat particulier à cet événement grandiose. Le tournoi de Ramadan a été le théâtre de rencontres passionnantes entre plusieurs équipes et son dénouement fut à la hauteur de toutes les attentes. La finale tant attendue a opposé avec ferveur l'équipe de la Parmleret et celle de Gablassan. Les deux formations ont livré un spectacle époustouflant mêlant habileté, tactique et fair play. Au terme d'un match intense, l'équipe de la Palmeret s'est imposée avec panache, laissant derrière elle un score sans appel de 2-0. L'allégresse et l'excitation ont envahi le terrain, tandis que les supporters, débordant de joie, scandaient le nom des héros de cette victoire méritée. Cette clôture du tournoi de Ramadan à Tadjoura a été un moment de célébration et de fierté pour la communauté locale. Aux nouvelles internationales à présent, ce bastion sanitaire essentiel pour des milliers de Palestiniens n'est plus aujourd'hui qu'un amas de décombres
témoin silencieux de la récente escalade des violences entre Israël et le Hamas. Les ruines de l'hôpital parlent d'une histoire de désolation et de mort. L'Organisation mondiale de la santé décrit un tableau apocalyptique. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur, relate une scène où l'ancien vibronnier, centre du soin, se transforme désormais en champ de sépulture improbable avec des tombes hâtivement creusées alignées près des urgences. Des conséquences dramatiques pour la population. Le désespoir se lit non seulement dans les infrastructures démolies, mais aussi dans les villages de ceux qui cherchaient refuge. Les patients de l'hôpital Al-Shifa, tenus dans des conditions déplorables pendant les affrontements, ont souffert d'un manque flagrant des ressources essentielles telles que nourriture, eau et soins médicaux. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et restez avec nous pour la suite du programme.